Les playoffs font rage et on adore ça les amis, installez-vous confortablement, c'est déjà l'épisode 23 du NBA First Talk, toute la NBA, rien que la NBA. Les lundis, c'est ici que ça se passe avec mes gars Erwan Abotret et Thomas Dufan, ça va les gars? Ça va très bien, en grande forme. On va changer un peu. On se retrouve donc dimanche. Pourquoi dimanche? Qu'est-ce qui va se passer dimanche? Eh bien dimanche, comme dimanche la semaine dernière, il y a la NBA au cinéma. Et cette fois-ci, ce sera avec First Team, on y sera tous avec quelques petites surprises et surtout plein de cadeaux à gagner. On vous attend très nombreux dans tous les cinémas de France et de Navarre et surtout celui à Balzac parce que c'est là-bas qu'on sera dans le 8e à côté des Champs-Élysées. On va se régaler dimanche soir. C'est bon ça, c'est bon ça. Ça va Non, être le feu. évidemment, les liens de la billetterie sont dans la description. On n'a pas encore l'affiche, hein. Non, pas encore. On espère un 7e match entre Boston et Chicago. Bon, amenez les popcorn les amis, on va déguster. Au sommaire aujourd'hui les playoffs, rien que les playoffs, toujours les playoffs et on se régale. Gros zoom sur la série passionnante entre San Antonio et Memphis. Et donc à la place de démarrer par les traditionnelles news, ce sont les playoffs. James for the win. It's good. LeBron James at the buzzer. James at the buzzer, justement, le sweep de la série entre les Cavs et les Pacers, on en parle tout de suite. On file à l'Est, éteignez les lumières, baissez les rideaux, c'est terminé pour Indiana. Bilan de la série, 4-0. On parlera dans quelques secondes aussi de l'avenir de Paul George, car à Indiana, tout pourrait imploser. Bilan de cette série, Erwan. Bilan de cette série, les Cavaliers, ils sont chiants, quoi. On a beau dire ce qu'on veut sur la saison régulière. Les playoffs, ils connaissent le chemin et sur ce premier tour, qui à la base paraissait peut-être plus ouvert que ce qu'on imaginait, mais il n'y a pas eu de série. Finalement, le seul vrai match série qu'il y a eu, ça a été le premier, où on se souvient que CJ Miles a eu ce tir de la gagne, qui avait ravi Paul George d'ailleurs, et finalement derrière, même si les Pacers ont été plutôt honnêtes dans leur basket, il n'y a pas photo entre le numéro 2 et le numéro 7 à l'Est. On me dit quand même dans le public que c'était la série la plus serrée, le sweep le plus serré de toute l'histoire de la NBA avec seulement 16 points d'écart en cumulé, n'est-ce pas? Non mais c'est quand même incroyable. Donc personne ne va le retenir, hein. Ça, c'est sweep. Hein. Peut-être, ça je l'entends. En tout cas, ce qui est dingue, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il n'y a que sur le premier match où on a senti les Pacers en position de gagner, donc avec le tir. Tous les autres, c'était des matchs serrés, mais à aucun moment on se dit que finalement Indiana avait une chance de passer. Il y a eu le match 2 où Indiana a eu 20 les 26 points d'écart. Exactement, les 26 points d'écart et avec le retour incroyable de LeBron et de son équipe. Mais malgré tout, on a senti une domination, une force tranquille de Cleveland et surtout de LeBron. Mon gars, LeBron sur le 4e match, il est incroyable. End-one dans tous les sens, ça fait des passes, ça prend des rebonds. Ça met un énorme tir sur Miles Turner sur la fin du game. Franchement, LeBron, chapeau bas. Franchement, septième sweep d'affilée pour lui tout court en playoff. Moi, je le trouve incroyable. C'est-à-dire d'affilée en premier tour. Sweep au premier tour de playoff pour LeBron James. Au-delà de LeBron James qui a été très bon et qu'on voit derrière dans ces superbes images envoyées par Polo Harrer, c'est la force collective vraiment des Cavs. Moi, j'ai adoré le rôle de J.R. Smith. Très bon défensivement sur Paul George, même s'il a brillé, mais ils lui ont rendu la vie quand même difficile. Et d'ailleurs, ils ont commencé à le faire rompre sur le match 4. Au relais aussi, Manchumper très bon. Des tirs aussi, les deux, ils sont capables de mettre. J'ai bien aimé Deron Williams. Ça y est, il est vraiment rentré dans cette équipe. Il joue beaucoup à deux meneurs. Et ça va être compliqué à défendre pour les futurs adversaires. Voilà, Tristan Thompson est redevenu vraiment ce guerrier, toujours avec des moignons, mais au rebond. Il met une intensité. C'est compliqué. Et en face, d'ailleurs, Miles Turner a eu énormément de mal à le contenir. Serafin l'a plutôt bien fait. Attends, dernier truc sur les Cavs, avant que tu passes sur les Pacers. Je n'ai pas parti sur les Pacers. Mais si, tu vas me dire, Miles Turner et Kevin Serafin. Non, j'ai juste dit qu'il avait causé beaucoup de problèmes à Miles Turner et Kevin Serafin. Très bien. Il y a un autre mec dont je ne t'ai pas parlé, c'est quand même Kevin Love. J'ai pas fini, mais vas-y. Ah, bah excuse-moi, vas-y, Kevin Love. Non, vas-y, Kevin Love. Non, je t'en prie. Vas-y, Kevin Love. Vas-y, Kevin Love. Vas-y, fais Kevin Love. Kevin Love a été dans son registre. Là, chacun, ça y est, chacun est rentré dans son rôle. Tyrone a même coaché pas trop mal sur les 2 derniers matchs, donc écoute, tout va bien. Ouais, c'est vrai que Kevin Love, sur le dernier match, il tourne à 5 points, mais 16 rebonds. On a senti qu'il a eu de l'impact quand même sur cette série, tu vois, avec sa capacité à écarter les trucs, mais écarter les défenses. Il n'a pas été super adroit. Malgré tout, moi, j'aime ce mec-là dans le sens où, quoi qu'il arrive à prendre des rebonds, quoi qu'il arrive à mettre des petits tirs près du cercle, il amène de l'alternance, parce que dans cet effectif-là, à part LeBron, il n'y a que lui qui peut mettre des post-up. Et donc, c'est intéressant pour les Cavs sur la suite des playoffs. Pourtant, au début des playoffs, on a parlé ensemble, vous n'étiez pas si chaud sur les Cavs, ils sortaient d'une série pas si... Chaud quand on a fait nos braquettes, on les met quand même en finale NBA. Si je vais plus loin, je vous chauffe un peu, là ils sont plus champions qu'il y a 15 jours. Futur champion. De toute façon, on les mettait en finale, quoi qu'il arrive. Maintenant, c'était le chemin où on semblait que ça allait être un petit peu plus compliqué, notamment au premier tour. Ils ont été rassurants, mais en même temps, quand ils finissent, on rappelle que c'est de janvier jusqu'au playoff, ils ont un bilan négatif.
Au bout d'un moment, c'est aussi les faits. C'est logique. Il y avait des interrogations logiques autour des Cavaliers. Il y en a beaucoup moins et c'est aussi logique après le premier En tour. parlant d'interrogation, l'avenir de Paul George, c'est la fin. C'était son dernier match à Indiana, Thomas. Bah, c'est vrai qu'on a senti, au-delà de sa performance individuelle pure, où il n'a pas été très bon, alors qu'il était très dominant sur les 3 premiers matchs, on a senti une espèce de ras-le-bol, tu vois. Tu sais, t'as plus envie d'être là. Et puis, d'ailleurs, dans sa conférence de presse d'après-match, on a senti qu'il y avait, je sais pas comment expliquer, du dédain pour la franchise, tu vois, genre, tu sais, il est agacé. Du dédain. Pas du dédain, il est agacé, il est frustré et tout ça, ce qui est normal par rapport aux résultats. Mais moi, je vais plus loin que ça. On sait qu'en février, Larry Bird a dit qu'il était sur le marché des transferts. On peut imaginer aisément aujourd'hui qu'Indiana va monter un trade cet été, pourquoi pas lors de la draft, pour l'envoyer à Boston, aux Lakers, je sais pas où. Et ça peut être le dernier match donc de Paul George sous le maillot d'Indiana. On sait que Paul George est en fin de contrat l'été prochain, enfin pas celui qui arrive l'autre d'après, en 2018, que Larry Bird avait laissé entendre que Paul George était transférable et qu'il voulait reconstruire autour de Miles Turner. Maintenant, quand on sort de ce premier tour des playoffs et quand on voit Miles Turner comme il passe complètement au travers, il est à 7 ou 8 points de moyenne. Non, mais c'est un enfant, mais tu veux reconstruire dessus. Donc au bout d'un moment, il vaut mieux qu'un mec il ait un peu les épaules aussi quand même. Parce que si Paul George s'en va et que tu reconstruis qu'autour de Miles Turner, pas encore. C'est quand même il avait un rôle clé dans cette série. Il aurait pu punir les Pacers, les Cavs sur un poste 5 qui est le poste un petit peu pour l'instant fébrile. Il n'y a que Tristan Thompson qui se démultiplie derrière Tavares à part servir l'apéro. Pour l'instant, il ne sert à rien. Donc, arrêtez les méchants à Marseille quand même. Non, mais ils avaient moins de leur faire mal là-dessus. D'ailleurs, Kevin Serafin les a un peu gênés sur du post-up parce que. Parce qu'après, c'est ce qu'il sait faire. C'est ce qu'il sait faire aussi, mais il leur a posé des problèmes. Et Miles Turner là-dessus, il est beaucoup trop au large encore aujourd'hui. On sait que c'est un adroit, mais il fait que ça. Serafin, il a fait le boulot. Bah, Kevin, il a une qualité assez incroyable. C'est quoi qu'il arrive, s'il est sur le terrain, il va mettre des tirs, des petits hooks, des petits tirs, des petits machins. Certes, sur des temps de jeu très faibles, des 15 minutes, mais toujours, dès qu'il joue, tu vois, tu le vois et ses coéquipiers lui donnent la balle. Il y a un dernier mec. Pourquoi il joue pas un peu plus alors, petite question. Parce qu'il est faible défensivement. Moi, je veux bien, mais au bout d'un moment, il faut défendre. Et quand c'est pas un gros rebondeur non plus. Donc, quand il y a Tristan Thompson qui est dans ton dos en train de mettre des coups de coude, tu vois, Kevin Serafin, c'est pas là qu'on l'attend. Ouais, mais Miles Turner a failli là-dedans aussi. Tadic Young ne fait pas une série incroyable non plus. Il aurait peut-être mérité un petit peu plus de minutes. Dernier truc sur Stevenson, quand même, c'était son grand retour. 16 points de moyenne sur la série à 50% en tir. On a vu un très bon Lance Stevenson avec ses très bons côtés, donc de la création, un peu de folie, du trash talking, aussi de la défense et ses limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il peut pas mettre un tir. Mon gars, j'ai l'impression, ce gars-là. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais quand je te dis, regarde, par exemple, quand t'as CJ Miles qui est à l'opposé, bam, Jeff Teague peut lui envoyer la balle, tes jeux, il va mettre dedans. Mec, Stevenson, il est là, il hésite, il met des tirs. Il en met parce qu'il est fort. Mais mon gars, prend des tirs, sois fiable, et là, directement, son jeu. C'est bien ce que je viens de te dire. C'est pas un shooter naturel non plus. On t'a dit, il peut pas mettre. C'est pas parce qu'il y a du public aujourd'hui, les amis, que. Régulièrement. Tu dis, il peut pas mettre un tir. Après, oui, il est pas très régulier, mais sur le match 4 notamment, il est sanctionné. Il est à 3 sur 6 à un moment donné. 22 points, il peut avoir des séquences. Maintenant, il va falloir avoir une vraie réflexion chez les Pacers, qui est une saison qu'ils ont sauvée avec cette qualif en playoff. Mais maintenant, le cas de Paul George, Lance Stephenson est revenu au bercail et ça se passe plutôt pas mal. L'avenir avec Miles Turner, est-ce qu'il peut déjà avoir le costume de leader? Jeff Teague en fin de contrat. Il y a beaucoup de questions à aborder pour l'instant. Nate McMillan, est-ce qu'on va le garder? Il n'a pas mis non plus en place un jeu super éclatant. Donc Monta Ellis qui est aussi en avance. Il y a beaucoup de choix. Il y a Al Jefferson aussi qui. Enfin bon, il y a beaucoup de choix qui vont être intéressants cet été. Autre série hyper intéressante et on espère se retrouver devant avec vous au cinéma dimanche prochain. Bulls, Celtics, victoire 104-85 lors du dernier match avec 33 points d'Isaiah Thomas, même si les Bulls ont refait un retard de 20 points pendant la partie. Alors les Bulls rattrapés, 2-2 désormais, sans Rajon Rondo, ça change tout? Ça va être dur? J'ai envie de laisser Thomas. Tom, t'en es où dans cette idée de série? Qui jeudi me criait fort dans les oreilles que cette série était quasiment pliée. Plusieurs facteurs quant à cette réduction du temps, cette égalisation. Il y a une semaine à 1-0 pour. Cette égalisation, surprise, je vais l'appeler, de Boston. Plusieurs choses. La première, évidemment, c'est la blessure de Rajon Rondo. Rajon Rondo perd donc son entraîneur avec cette blessure, puisque c'était lui qui lisait tous les systèmes défensifs adverses. On voit ce stade sur les 2 premiers matchs. Avec le général qui n'est plus sur le terrain, on a vu une chute sur le poste assez incroyable. Jerian Grant, Cameron Payne, Michael Carter-Williams et Isaiah Canaan qui jouent hier, qui met des téléjeux et tout. Bon, évidemment, super. Autre chose, moi je parlais du rebond. Sur le 4e match, devine le score, 41 rebonds pour Boston, 44 pour Chicago. S'ils arrivent à régler cet énorme problème, cette énorme faiblesse, évidemment que là, les débats changent complètement, tu vois. Alors c'est vrai que la blessure de Rondo, ça change tout. Et c'est dommage. Et cette série, elle est un petit peu. Et j'espère que Rondo va revenir rapidement et que fin de saison. À fin de saison. Poignet, je crois.
Fracture du pouce, non? Stéphane, Je sais c'est plus. annoncé officiellement? Ah, Je suis pas sûr. je sais pas, J'ai Paul, pas vu peut-être que l'info. Paul sait. Bref, Je sais pas. en tout cas, ça fausse un petit peu tout. En tout cas, maintenant, c'est une série au meilleur des 3 matchs. Et voilà. Mais moi, je voulais rebondir sur le débat qu'on a eu jeudi, où tu disais que Chicago avait appuyé sur le point faible de Boston, Ce qui était vrai. qui était le rebond. Ce qui était vrai. Et j'ai adoré l'adaptation de Brad Stevens. vrai. Et d'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit. Parce Jouer que là, du small coup, ball. ils ont joué beaucoup. Ils ont joué small ball avec Green. Énorme surprise, Ouais, ils ont c'est sorti ça. du placard de fou. Titularisé dans le 5, donc ils jouent small ball. Et avec Al Horford, ils jouent très très large sur les pick and roll. Du coup, ils obligent Robin Lopez, qui leur faisait un chantier terrible Avec loin. dans la raquette. Ils le sortent large, même 1 mètre ou 2 mètres derrière la ligne à 3 points. Et sur les pick and roll, ils se montrent. Et derrière, ça laisse des espaces énormes. Et on sait que le système défensif de Fred Hoiberg sur les rotations, tu vas, maintenant tu vas pas, non, à moi. Et contre Boston, ça ne passe pas. Donc ils sont revenus dans cette série. Et c'est vachement intéressant de voir ça, même si l'apport de Rondo, il manque énormément. Maintenant qu'ils sont à égalité, vous voyez comment la suite? Est-ce que Chicago est capable de se réadapter même sans Rondo? Bah, ils ont intérêt, hein. Et c'est là, c'est vrai qu'on va ils ont voir la intérêt, vraie mais- valeur de Fred Hoiberg. Parce qu'on peut parler de lui, de sa saison, des choix, T'attends encore de voir la valeur de Fred Hoiberg. Bah oui, Mais c'est ouais. c'est dans ces grands moments. Là, ce dont je suis sûr, c'est que l'ajustement de Brad Stevens, ça a été hyper intéressant, tu viens de le dire. Et c'est là qu'on voit le génie des coachs. Moi, j'ai envie de voir comment Fred Hoiberg va réagir. Parce que, mine de rien, il n'y a que 2-2. Il y a 2-2, ils perdent l'avantage du terrain, mais ils sont allés mais gagner rien 2 n'est fois à fait. Boston. Rien Rien n'est n'est fait. Moi, j'espère sincèrement que dimanche soir, au Balzac, on se retrouve tous pour un 7e match. Ouais. Mais ça serait génial. Mais moi, j'aimerais bien que cette série aille au 7e match parce que c'est peut-être la série où tactiquement il se passe le plus de choses. C'est vrai. On a vu Chicago profiter justement de cette faiblesse sur le poste 5 avec Boston. On a vu après Boston jouer un small ball auquel la défense des Bulls n'a jamais réussi à répondre. Maintenant, je veux voir comment Hoiberg, mais aussi avec Butler et Wade, parce qu'on va se retrouver maintenant dans ce schéma-là où Rondo n'est plus sur le terrain. J'ai envie de voir Wade et Butler comment ils vont réagir. Sur le match 3, Wade a joué beaucoup meneur. Hein. Il a beaucoup remonté là-bas, il a pris des pics. C'est rarement bon signe. Hein. Après, moi, je préfère avoir aujourd'hui Wade à la main plutôt que Jerian Grant et tout. Ce sont des bons joueurs, mais là, on parle du top niveau. Et en ce qui concerne la star de la série, Isaiah Thomas, qui a eu ses problèmes personnels, on le sait, ça y est, il est en train de refaire Il est le incroyable, dessus. on va pas se mentir. Hein. Alors hier, il a 1 sur 9 à 3 points, mais pour 33 puntos, ça plus 17 de plus-minus, c'est-à-dire qu'il a énormément pesé. Et on peut dire ce qu'on veut sur ce mec-là. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire, franchement. Parce que nous, on s'était posé la question, donc jeudi, dans le First Day Show, le grand débat, est-ce qu'il fallait qu'il le joue, hein, carrément? Est-ce qu'il fallait pas le mettre au repos pendant une semaine? Il a donné une réponse assez incroyable. C'est-à-dire que c'est lui le boss C'est sur lui le terrain, qui c'est lui le les meilleur ramène à joueur. 2-2, finalement. Franchement, ouais, parce que voilà, ton leader, tu as toujours besoin de ton leader pour qu'il t'amène. Et là, c'est ce qu'il a fait en marquant des points d'abord et en étant ultra clutch quand il le fallait. Donc un prono là sur cette série finalement qui est à égalité. Moi, j'aimerais bien un 7e match parce que contrairement à ce que les gens puissent croire, après je dis, il n'y a pas de haine contre le. Ils te donnent quand même 200 000 boules. Il n'y a pas de haine contre les Bulls, mais il y avait une frustration de voir cette série qui était pas. Qui était tronquée. Qui était un peu tronquée. Ouais. Elle l'est maintenant avec Rondo, mais on va dire un partout balle au centre et que le meilleur gagne. Mais en tout cas, j'aime bien ces ajustements tactiques. Et Fred Hoiberg, par contre, petit flop incroyable en conférence de presse oui. quand il annonce que Isaiah Thomas c'est un grand joueur et tout, mais que si on ne lui suit pas des portées de balles, il est indéfendable. Donc, portée de balle, la dernière fois, on a demandé un portée de balle, c'était en Benjamin, première année, au tournoi des Mirettes, à côté de Cholet. En 91. Voilà. Non, Et mais le coach, d'ailleurs, ne coach plus depuis. Ah bah parce que si Fred Hoiberg se réveille aujourd'hui pour dire que les meneurs portent la balle, oui, grand, ils portent tous la balle, hein, mais c'est partie du jeu. Hein. Installe 2-3 rotations défensives sur pick and Ouais, roll, ça vraiment, ira beaucoup si mieux que de t'as demander des que ça portées de comme balle. problème. Ouais, voilà. Ouais. Tout c'est ira clair. bien. Le prono de notre public quand même sur cette série, qui va l'emporter? Les Celtics, Chicago? Ça Voilà. se fait, Celtics à Donc, voilà, l'unanimité. faut dire aux gens qui nous regardent qu'on a un public, il y a 4 personnes, il y a quasiment à peu près autant de monde que sur un match de National 3. Mais ils sont chauds bouillants, ils sont beaux, ils sont là. Enfin, voilà. Ça fait plaisir. Ouais, on a des gros moyens. Non, mais surtout, alors, attends, faut dire aux gens qu'on n'accueille pas de public comme on le faisait à une époque dans une autre vie, c'est juste des amis qui sont venus nous voir. Voilà. Parce qu'après, on va recevoir des mails, Ouais. on peut venir et tout. Ah ouais? Ça sera avec plaisir, mais pour l'instant, on n'a pas Oui, la place. C'est ça. Ils écrivent les mails avec ce Mais non, Thomas. mais on n'a pas, non, pas du tout, mais on n'a pas la place en fait. On en parlera Mais, bientôt. Promis, on en parlera. Atlanta, Washington, autre série, 2-1 pour Washington, 116-98, c'est le dernier résultat du dernier match avec Atlanta qui a remis un petit peu les pendules à l'heure. Une belle victoire, pleine d'autorité. Ce match, est-ce que c'est de bon augure pour Atlanta qui peut revenir et reprendre le dessus dans cette série Très qui, bon était mal augure. qui était mal engagée? Très bon anglais, ils se sont fait marcher dessus les 2 premiers matchs, notamment le premier, et il fallait répondre. Et c'était même plus une histoire de basket, c'est une histoire de bonhomme. Et c'est ce qu'ils ont fait parfaitement. Ils leur ont marché dessus dès le premier quart-temps. Il y a eu un énorme écart de 20 points. Jono a beau tenter des choses incroyables. Ils sont passés au travers aussi Washington, 2-1. Je pense que c'est une série vraiment très rugueuse. En plus, ça parle en conférence de presse. Markif Morris qui Ouais, ça se répond dit Cry à Baby. Millsap que c'est un bébé qui pleure, qui demande tout le temps des fautes, l'autre qui lui répond écoute, prends ta défaite et rentre à l'hôtel. Elle est bon. sympa cette Il série. déclare ça en conférence de Ouais. presse, on pose la question dans la foulée 5 minutes après. Ils sont bons, les Ricains. à Ouais, Millsap, ils sont ils sont très bons, ça fait la story directe. Exactement. Moi, il y a
il y a deux trucs sur lesquels j'ai envie de revenir, sur le match 3 notamment. C'est d'abord Dennis Schroeder. Dennis Schroeder qui, mine de rien, finit à 27 points, il répond directement à John Wall. Ce mec-là, il a plein de défauts, mais il a des couilles. On l'a vu avec l'Allemagne pendant l'été, il se qualifie pas, mais mon gars, il y a Nowitzki dans ton équipe, tu prends tous les tirs, ça veut dire que tu les poses. Et il y a un autre truc, il y a Paul Millsap qui est très bon aussi, mais c'est les pertes de balles. Ils sont seulement à 11 pertes de balles sur le match, et c'est très intéressant pour cette équipe d'Atlanta qui a donc un jeu plutôt posé. Et surtout, quand tu évites de perdre des balles, il n'y a pas ton gars John Wall qui prend la balle et qui va mettre des lay-ups à foison sur transition. Donc, s'ils arrivent à limiter les pertes de balles, s'ils souffrent pas trop sur le rebond, franchement, il peut y avoir un match sur cette série. Après, sur le match 3, Bradley Beal est dramatique. Et on sait qu'il passe pas souvent au travers comme ça. Aussi, hein. Ouais, non, il n'a pas été bon. Bradley Beal n'a pas été bon. Rentré Et on sait que dans l'équilibre offensif des Wizards, quand Bradley Beal il passe au travers comme ça change pas mal la donne. Mais c'est bien, ils sont revenus. Dwight Howard aussi a le droit. Dwight Howard, il a le droit d'envoyer un petit peu plus. Dwight Howard, il a 5 points, 11 rebonds. Il ne peut pas mieux faire, lui. C'est peut-être la seule vraie interrogation. Il va falloir que si Atlanta veut espérer faire un coup dans cette série, il va falloir que Dwight Howard se mette au diapason dans le combat. Il arrête de se faire casser la gueule par le Polonais, surtout. Ouais. Voilà. Non, mais et du coup, pour le match 4, avec Bradley Beal qui ne pourra pas faire un pire match que son dernier, ça veut dire ça va être compliqué. Je pense qu'Howard, il faut qu'il se mette au diapason de ses coéquipiers. Ils lui ont montré l'exemple au match 3. Va au combat, mon ami. Ça va être lui le joueur clé. C'est un plus, mais ils pourront pas gagner 2 fois ou 3 fois face aux Wizards si Dwight Howard comme ça s'échappe tout le temps dans le combat. Dernier mec, le petit Taron Prince, il a 14 points par match sur la série. Il fait kiffer aussi. Il fait kiffer. Fin de saison, il s'était fait remarquer et playoff. Il a été installé dans le 5, il a 14 points de moyenne. Poste 3 qui défend, qui se lâche, qui va au panier, peut mettre quelques tirs extérieurs, c'est très bien. Très belle coupe de cheveux. L'instant capillaire de l'émission, j'apprécie toujours. Toronto, Milwaukee, 87-76 pour les Raptors qui reviennent également à 2-2. Il y a beaucoup de séries hyper serrées et c'est super agréable. Alors ils ont fait l'effort, ils reviennent. Comment vous la voyez là aussi, cette série, la suite, maintenant qu'on est revenu. C'est vraiment une équipe à réaction, les Raptors. Ouais, c'est incroyable, c'est vraiment une équipe à réaction. À 2-0, quand même, tout le monde voyait Milwaukee là. Normal. Ouais, mais ils ont fait ce qu'il fallait. Et puis surtout, ils ont fait un match à l'ancienne, tu vois. Ils ont contrôlé de la conférence Est, voilà, tu un vois match vraiment demi-terrain. Ils ont contrôlé toutes les possessions. Ils ont ralenti le jeu. Ils ont juste mis des petits coups d'accélérateur quand il fallait. À l'ancienne, ça veut dire quoi? À l'ancienne, ça veut dire qu'ils ont contrôlé le tempo du match. D'ailleurs, on voit le score 87-76. C'est des matchs d'Euroleague. Européenne. Tu vois, non, d'Euroleague, mais c'est pas péjoratif de dire ça. C'est juste qu'au bout d'un moment, ils ont fait un match où ils ont voulu contrôler tout ce qu'ils pouvaient contrôler. Donc, moins de jeu rapide. Forcément, Antetokounmpo là-dessus, il est un peu plus limité dans son impact. Et ça leur va bien aux Raptors avec un DeMar DeRozan qui a retrouvé son vrai niveau d'attaquant. Ouais, d'ailleurs, ils l'ont dit après, c'était un vrai match de la conférence Est des années 90. On se souvient des Miami-New York, des grandes années où mon gars, c'est. Chicago-New York. Chicago, évidemment, Chicago était dedans. Ouais, c'est vrai que. Alors, ce qui est bizarre, c'est que Laurie est bon. Enfin, il est bon. N'est pas bon, mais il arrive à contrôler la gestion du tempo comme un vrai meneur de jeu. Et ça, c'est très intéressant. Il met dans les bonnes dispositions. L'autre fou de DeRozan qui met 33 et grâce à qui ils reviennent. Dernier truc, c'est que Giannis, il passe complètement à côté du match 4. Et c'est la première fois où on se dit fais gaffe, mon gars. Donc, moi, sa réaction sur le match 5 va être primordial pour voir quel genre de joueur dans quelques années il pourrait. Est-ce que le mental va suivre au-delà de son physique et de son game Je me dis, est-ce que si lui, il arrive à step up mentalement et faire un gros game, tu vois, un bon 25 et 8, des gros tirs sur la fin, est-ce que c'est pas lui finalement la clé de la série, tu vois, simplement. C'est à lui d'élever son niveau et de permettre à l'équipe de se réajuster à son tour. Toronto pourrait être plus fort que ça. Dans un sens ou dans l'autre, ça va être lui la clé de la série. Forcément, c'était le but de Toronto au début, on l'avait dit dans nos super paris où il y avait beaucoup à faire, qu'il fallait limiter l'impact de ce mec-là, il fallait trouver comment le limiter. Et c'est ce qu'ils ont fait en ralentissant, en ralentissant le jeu. Et je pense que dès que tu lui donnes des grands espaces, ça et tout, c'est une équipe qui court, qui sur transition est très compliquée à gérer parce que tout le monde court. Si tu arrives à ralentir le jeu, tu les frustres et tout, et du coup, sur jeu posé, c'est un petit peu plus compliqué. Et individuellement, comment ils ont fait là sur les 2 derniers matchs pour le freiner par rapport aux 2 premiers où ils étaient à la rue face à lui? Déjà, je pense que Thomas l'a dit, PJ Tucker, qui est un bon soldat, un bon lieutenant, s'y est mis. Et enfin, il a réussi un petit peu à prendre le dessus là-dessus. Ouais. Parfait. Les amis, on file à l'ouest. On file à l'ouest pour où on a un petit jingle, je crois. Et alors il y a des mecs qui bossent, tu vas pas leur manger leur jingle quand même. Alors, il est là le jingle. Il est bien, il est beau. Il y a Kobe en plus. Ah ouais. Main sur le cœur. Mais voilà, les Warriors, ils sont là 3-0 face à Portland. Seul souci, seul bémol, Steve Kerr touché au dos à nouveau, est désormais absent. Est-ce que ça peut jouer dans ces playoffs de perdre son entraîneur, même s'il est toujours là? Forcément. Après, forcément, parce que oui, mais après, ils ont l'habitude.
Parce que on se souvient que l'année dernière, quand même, C'était pas pour les playoffs. avec Luke Walton, c'était pas pour problème. Ils ont l'habitude de jouer sans lui. Après, je pense que c'est une équipe qui se connaît par cœur, qui a ce basket-là, qui maîtrise depuis 4 ans maintenant et qui connaissent le chemin pour aller. Mais oui, c'est toujours embêtant, surtout que c'est ça le gros problème. C'est que le mec qui va le remplacer, Steve Kerr, c'est Mike Brown. Et là, Le retour il- de Monsieur l'œuf. Patate, là, Monsieur Ah ouais. Patate, Mais il en a dit que du bien, conférence de presse. Bah oui, il va pas dire. il va pas dire que c'est la plus grande des pipes. Hein. Mais nous, on est là pour le dire, que c'est la plus grande des pipes. Et Mike Brown, lui tends la oublié perche. cet enfoiré là. Il est là, boum, il prend son chécos, il va être champion NBA. Enfin, incroyable. Après, c'est vrai que, non, blague à part, moi ça me fait un peu peur parce que, tu vois, c'est pas pour les. Si ton coach n'est pas sur le banc en NBA, c'est que c'est plutôt grave. C'est que vraiment, tu peux pas bouger, tu es dans ton lit ou à l'hosto en train de dire, ah, je suis un peu à l'agonie. Et on sait que Steve Kerr, il a quand même manqué. Donc 6 mois l'année dernière de la saison. Moi, ça me fait un peu flipper, tu vois, parce que c'est quand même une figure de la NBA actuelle. Et si ça devient grave, il s'avérait qu'il puisse plus coacher, imaginons le pire, ça ferait chier, hein, clairement. C'est clair. Et cette série, du coup, elle va aller en coup de balai. J'espère qu'ils vont prendre le cinquième, le quatrième. Moi, je vois Blazers. bien Portland quand même réagir. Ils n'ont pas été loin sur 2 matchs, notamment sur le 3e à domicile. Bon, il leur manque Nurkic, ça change tout pour eux. Ils avaient trouvé un vrai bon équilibre avec Youssouf Nurkic. Ils avaient créé une bonne raquette, Noah Vonleh et Youssouf Nurkic. Il ne rejoint pas le quatrième match, d'ailleurs. Voilà, Je crois que il c'est ça, est hein. questionable, je crois. Ouais, mais j'ai cru voir tout à Ouais, l'heure que. bref, en tout cas, ça a mérite d'être faussé. champion. Je ne sais pas si avec Nurkic, ils auraient sorti les Warriors, mais en tout cas, ça aurait été un petit peu plus Il est équilibré. officiellement absent. Bon, ben voilà. Donc, bon, Il mérite pareil, pas. on verra, Il on en mérite reparlera d'aller quand ils seront officiellement éliminés, mais. Après, mais le problème, c'est qu'il y a une classe Il y a une classe d'écart, mais Franchement, il y a une classe d'écart, oui, il voilà. y a une classe d'écart et les Warriors, ils sont pas dans les sentiments. Ils vont même quand ils commencent un peu mal les matchs, il y a toujours Klay Thompson. Ouah, Les splashs, le ils sont là. Klay Thompson pour envoyer dans le game 3. Il y a quand même un moment où il marque 16 points en 3 minutes avec stop tes jeux, stop tes jeux, stop tes jeux. Où tu fais, ah, mais mec, ils sont injouables. En plus, Ils sont à moins 12, moins 15 et ils repassent devant en 2 minutes, mais que sur de la transit, du TG. Tu fais, mais attends, c'est des malades. C'est des malades mentaux. Et franchement, t'es obligé de dire, ouais, c'est Malade kiffant. mental, C'est par kiffant. contre, on dit malade Ouais, mental. des malades mentales, évidemment. Un malade mental, des malades mentales. Exactement, ça fait plaisir. Autre série où là, le break est fait également. On va voir ce que ça donne dans la foulée. 3-1 pour les Rockets face à OKC. Victoire de Houston à Oklahoma, malgré le nouveau triple-double de Russell Westbrook. Alors là-dessus, Harden a battu Russell Westbrook, ça y est ou Alors c'est non, encore là fait c'est les Rockets clairement qui ont battu OKC. Hein, C'est parce collectif. que hier, Ouais. James Harden, moi je ne l'ai pas trouvé bon. C'est lui qui met le panier On de va la pas- gagne. on va pas réduire ça individuellement. Non, c'est lui qui met le panier de la gagne, mais j'ai trouvé Russell Westbrook, qui avait été dans un excès lors du match 2 avec 47 tirs pris et 51 points marqués. Je l'ai trouvé très bon sur le match 3 et le match 4, vraiment où il a impliqué ses coéquipiers, qui eux aussi ont step up, parce qu'on dit toujours est-ce que Westbrook en fait trop, est-ce que c'est les autres qui en font pas assez. Je pense qu'il y a un mélange de tout ça, c'est jamais aussi manichéen que ça. Mais hier, moi, il leur manque la fin. Dès que c'est serré, c'est ça OKC. Hier, ils font pas le break à un moment donné, ils ont le momentum, ils doivent prendre 10, 15 points d'avance, ils le font pas. Ne pas se faire peur, Et quoi. du coup, ils laissent Houston revenir et Clairement. après sur le talent intrinsèque de fin de match et surtout sur les gestions de Russell Westbrook en fin de match. On sait que c'est pas sa spécialité et s'il n'a pas un matelas assez large, eh ben d'un coup il force des tirs, il prend des tirs très compliqués. Oui, Et hier, ça lui arrive et de hier, faire des c'est pas exploits. passé. Ça lui Mais- arrive, mais hier c'est pas passé. Le truc, c'est que moi, je te reviens. Alors, parlons vite fait d'Arden. Arden, Non, après, Ah, tu veux après? Ok, très bien. Revenons sur la série alors. Sur la série, il y a une équipe qui est plus forte que l'autre, c'est oui. à l'image de la saison régulière. Il y a une équipe qui est plus forte que l'autre, vraiment. Il y a un meilleur coach d'un côté, il y a plus de talent à Houston, on est d'accord. Malgré tout, Russell Westbrook a eu un super changement d'état d'esprit sur le 3e match. Quand il gagne, c'est entièrement grâce à lui. Il fait un très beau triple-double, seulement avec 23 points, mais parce qu'il implique les autres. Ça, c'est le triple-double qu'on a vu tout au long de la saison sur les victoires. Il est là, il prend la balle, des premières relances très tôt sur le terrain, passe très il cherche les tôt. Lâche gens. la balle très tôt, Voilà, ça les change autres peuvent tellement s'exprimer. Ils peuvent s'exprimer. Oh, punaise. Ils peuvent s'exprimer. Et voilà, c'est OKC qu'on aime bien voir jouer. Et on se dit que comme ça, ils peuvent gagner des matchs. Sur le match d'après, on retrouve un peu ça. Il fait un triple-double extraordinaire. Il a 35 points, 14-14. Vraiment super fort. Mais les fins de match. Au bout d'un moment, le talent, ça prime en NBA. Et quand t'as Lou Williams, qui, quoi qu'il arrive, dès qu'il touche la balle, est agressif, va mettre un panier. James Harden, dont on parlera un peu. Eric Gordon, qui met des TGE à foison. Ryan Anderson. Ça fait beaucoup. Et surtout, Néné Hilario. Alors là, mon gars, il casse des gueules à tout le monde. Parce que Adam, c'est un enfant à côté, tonton brésilien, il défonce tout le monde. Et c'est aussi là la balance. Ouais, la balance, elle est aussi dans l'expérience. Tu vois, tous les mecs que tu viens de citer, c'est des gens qui connaissent quand même les playoffs. Il y a beaucoup de gens qui le découvraient ou à peine, ou tu vois,
côté OKC. Taj Gibson a été bon sur le match 4 et match 3 et on l'a oublié un petit peu encore sur la fin. On l'oublie souvent sur la fin de match alors que vraiment il fait du bien. Taj Gibson, on parle des rotations. L'intégration de Taj Gibson n'a pas été parfaite du coup, il joue pas assez. Si, je sais pas. C'est Kanter pour moi qui se déchire complètement et qui devrait. Il joue que 8 minutes sur le dernier match. Ouais, mais c'est normal. Gibson est bon. Non, mais Gibson est bon. L'autre, ça fait 3 matchs, il passe au travers, notre ami turc. Donc il faut faire des choix forts en NBA et c'est ça aussi être un coach. Maintenant, il y en a beaucoup qui disent ouais, mais Harden dès qu'il sort, Westbrook dès qu'il sort, il y a un écart. Ouais, mais Westbrook il peut pas jouer 48 minutes. On sait que c'est un robot, mais tu peux pas le mettre 48 minutes et dès qu'il sort. Là, derrière, tu as Norris Cole-Alamen, c'est Norris alcool, hein, parce qu'il est catastrophique. Il joue à 2 grammes, le mec. Il aurait sa place dans les remerciements. Et du coup, c'est vrai que dès qu'il sort, on baisse de niveau. Autant quand ils sont avec lui, il y en a qui arrivent à step up à ses côtés, mais dès qu'il n'est pas là, ça redevient une équipe très quelconque. Dernier truc, le hack à Robertson en fin de match, c'était assez incroyable. Bien fait pour eux. Il a qu'à mettre, pour lui, il a qu'à mettre des tirs, il a qu'à mettre ses foutus lancers francs. C'est pas la première fois de l'histoire où il y a sur un poste 3, sur un extérieur en général. Le Shaq, on peut comprendre. Dwight Howard, ok. Des Jordan, pas de problème. Robertson, c'est qui lui? Robertson, il a le droit de mettre ses lancers à la fin de match, se concentrer un petit peu. Il envoie des parpaings. Exactement, Nick the Brick, exactement. Tu allais dire Derek, je sais pas. Donc voilà, évidemment, du hack sur un ailier, c'est peut-être la première fois de l'histoire qu'on voit ça. Et donc Harden. James Harden, son équipe qui regagne, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour lui tomber un peu dessus, mais moi je trouve qu'il a beaucoup la balle dans son équipe, d'accord, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps, mais je trouve qu'il met un faux rythme dans les matchs, ce qui est un peu bizarre parce que c'est l'une des meilleures attaques NBA. C'est une équipe qui joue sur beaucoup de rythme avec mais moi, quand je le vois monter la balle à 2 à l'heure tout le temps, nonchalant, qui prend des pics à 2 à l'heure, qui va s'empaler dans les mecs pour provoquer des fautes, il en a 1 sur 3 où on lui siffle. Donc des fois, il casse le rythme juste par ce côté un petit peu nonchalant. Alors ça vient de quoi alors? C'est voulu, il veut casser le tempo Non, il a aucun intérêt de faire ça. Son équipe joue sur du rythme, sur du drive, de la passe, du tir. Donc je pense qu'ils ont besoin d'être en rythme. Et je comprends pas. Et hier, moi, il m'a un petit peu agacé. Sur tout le fil du match, à être comme ça, à monter la balle, à s'empaler dans les mecs, là, jeter les bras tout le temps. C'est un peu chiant. Ça passe pour l'instant face au OKC parce que Ariza, Eric Gordon, Lou Williams, Néné hier, fantastique, répondent. Mais ils auraient très bien pu passer au travers et ça aurait été de sa faute. Le danger pour Houston, finalement, c'est de ne pas avoir eu à s'adapter. Ils sont au-dessus dans cette série et il n'y a pas forcément trop de changements à faire. Non, de toute manière, oui, ils sont au-dessus. Ils vont passer à 4-1, 4-2, c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs au début des playoffs. Et puis de toute façon, on verra cette équipe, on pourra la juger quand ce seront des équipes sérieuses, contre les Spurs au prochain tour. Là, ce sera intéressant de voir si James Harden ou Memphis, on aura le temps d'en parler dans quelques minutes. Exactement, ce sera intéressant de voir si le petit jeu de James Harden qui nous saoule clairement au début des playoffs va pouvoir marcher. Hier particulièrement, c'est... Et moi, ce qui me choque, c'est qu'il monte la balle, il fait tac, tac, tac. Le mec, il m'a dit viens, Néné, viens. Le gars, il vient du Brésil quand même. Pac, il prend même pas le pic, il le regarde, il repart. Après, hop, t'arrives, il reste 6 secondes, il fait son step back, il le met pas parce qu'il est trop fort. Mais au bout d'un moment, il y a des passes à faire. Tu vois que la balle vient un peu. Ça vient de quoi ça, vous qui avez joué? Je sais pas, moi, c'est la resta. Ça, j'explique ça. C'est la resta, donc il envoie des messages. Hier, je regardais souvent, il franchit la médiane des fois à 18 secondes. C'est ça, il est là. Mais un peu de rythme, tout le monde. Émeric Janot, tac, première passe. Je sais que t'adores que je parle d'Émeric. Moi, quand je fais une émission spécialiste NBA et qu'on me parle d'Émeric Janot, j'ai envie de quitter le plateau tout de suite. Moi, un jour, on m'a dit, fais comme Émeric Janot, assure la première passe. C'est un peu comme quand t'es 6 dans le foot et que tu vas faire une passe latérale. Tu vois celle-là? Assure la première passe. C'est simple. Ce qui est sûr, c'est que là, ils mènent 3, ils ont fait le break, ils sont allés prendre le match qu'il fallait au OKC, mais si on se projette un peu sur le suite, il va falloir qu'ils soient un peu plus en rythme. Après, on sait que c'est un talentueux, donc il peut se permettre ça, mais quand les matchs vont être... Moi, quand je vois Kawhi Leonard, et on en parlera et tout, il n'y a pas cette attitude-là. Russell Westbrook, lui, il est un peu dans l'excès par moment. Il y a trop de rythme. Mais là, Harden, il retombe dans un truc nonchalant de pousser à l'extrême, et c'est agaçant à voir. Ça casse le rythme du match. Ouais, mais là, c'est poussé à l'extrême. Ça casse le rythme du match. Je suis pas sûr que ça mette ses coéquipiers dans les meilleures des conditions. À suivre, donc, Houston. On file voir ce qui se passe du côté d'une série aussi hyper passionnante. Le Jazz contre les Clippers. Il y avait le match 4 la nuit dernière, 105-98. Fin de match hyper bien géré par le Jazz. Tout reste à faire donc pour des Clippers sans Griffin. On est maintenant à 2-2 avec le retour de Rudy Gobert. On peut qui a marqué 15 points, 13 rebonds, alors qu'on considérait qu'il n'était pas forcément à 100%. On peut se dire que ça y est, la tendance est inversée et que c'est le Jazz qui repasse du côté des favoris. Ce qui est super intéressant dans cette série, c'est qu'on va revenir d'abord sur le match 3, parce qu'on n'en avait pas parlé jeudi. C'était dans la nuit de vendredi à samedi, excellemment commenté par je ne sais plus qui. Voilà, Eric Mikou. Et ce qui est bien, c'est que ce match 3, le Jazz le perd et donc il perd l'avantage du terrain, repère l'avantage du terrain et
ne gère mal la fin de match. On a vu Gordon Hayward commencer très fort, battre le record de points sur un carton en playoff avec 21, le record détenu par Karl Malone était de 20. Et on voit qu'ils le perdent sur la fin à l'expérience. Chris Paul leur fait la chanson. Et sur le match 4, eh ben, ils ont déjà appris de leurs erreurs. Et là, ils gèrent mieux la fin du match. Et c'est ça qui est super intéressant avec le Jazz, c'est qu'ils apprennent vite. T'as l'impression qu'ils absorbent les exactement. infos, ils arrivent à bien en sortir. Évidemment que dans tout ça, le retour de Rudy Gobert sur le pick and roll est très important parce que c'est pas lui qui va les défendre sur les mecs. Mais quand Chris Paul il fait ses petits trucs, qui envoie des Jordan pendant tout le match 3 et que nous on kiffe, tu vois, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir un grand tonton qui peut éviter la lay-oop, mettre des contres et puis être un peu dissuasif. C'est vrai qu'on se régale sur cette série. Comment ne pas parler de Joey Johnson, qui est un joueur, on le sait tous, clutch possible, peut-être le joueur le plus clutch depuis 10 ans, on peut aller jusque-là, il a foison de tirs au buzzer en playoff et tout. Mais hier, ce qu'il a fait, il a pris son équipe comme s'il était All-Star, comme s'il jouait le titre de MVP, il était encore à Atlanta il y a 5-6 ans. Il prend son équipe, il joue un contrat, il est dans le contrôle, des petits tirs drop, des TG dans la gueule des gens, et là tu dis putain. Ça, c'est le très haut niveau de la NBA parce que c'est des trucs qu'on ne voit jamais finalement. Un gars qui est capable de sortir du banc, mettre 28 puntos et faire gagner son équipe sur un 4e match hyper décisif des playoffs, je fais ah, bravo. René Hood aussi très fort. Le poste 4, tu vas à merveille, ouais, parce qu'on peut dire que sur le match 4, Gordon Hayward a fait manger un mauvais chinois. Gordon Hayward a mangé un mauvais chinois, donc intoxication alimentaire, il a joué que 8 minutes. Tant te dire qu'il a un mauvais Libanais, ouais. une mauvaise brasserie française. Voilà, pas c'est dans ça. les clichés. Ah non, un mauvais restaurant, ah non, il n'y avait pas de cliché du tout, ça arrive à tout le monde. Donc bref. Petite coulante pour notre ami, Rodney Wood a été très bon et je sais plus ce que je veux dire. Et Joe Johnson, ce qui lui va bien, c'est ce poste 4. Dans ce basket moderne où on sait que les postes 4 ont un peu plus d'espace, mettre dedans et peuvent créer là-dessus. Surtout qu'il n'y a plus Blake Griffin. Donc du coup, avec ce que vous êtes en train de raconter, on se dit quand même Gobert, Johnson, etc. Les Jazz sont vraiment en bonne posture. Le Jazz, le Jazz, je l'ai redit. Le Jazz. Ouais, oui, ils sont. Oui. Après, il y a 2-2 et le prochain match c'est aux Clippers. Tu sais, c'est des playoffs, c'est un petit peu, on se rend coup pour coup. Match 3, les Clippers font un gros coup. Match 4, ils en prennent à domicile le Jazz. Mais en fait, finalement, ils ont fait un bon match. Mais il fallait absolument qu'ils le fassent. Retour à Los Angeles, les cartes sont de nouveau sur la table. Et dernier truc, parlons de Blake Griffin quand même. Donc fin de saison, donc c'est une tuile incroyable. Donc vas-y, Polo, remets-nous les stats. Il a joué 3 matchs, il était à plus de 20 points. Nous, on sentait que c'était un peu un Blake Griffin, disons, mature cette saison. En playoff, on attendait beaucoup de lui et moi, franchement, ça m'a rendu triste. J'ai envie de voir les mecs sur le terrain montrer ce qu'ils sont capables de faire. Alors après, on les termine pas, ça fait partie du jeu, mais en tout cas, on veut voir des stats sur le terrain. Et moi, quand je vois Blake Griffin blessé sur la fin de la saison, franchement, je suis dépité. Quand on dit qu'il s'est blessé, ça me soulève. T'es habitué quand même parce qu'aux Clippers, il y a toujours quelque chose. Non, mais aux Clippers, il y a toujours quelque chose. Non, mais c'est hallucinant. En playoff, les blessures sur des joueurs majeurs comme ça, elles font quand il manque Rudy Gobert, on est triste quand Griffin se blesse, on est triste quand Rondo se blesse à Chicago alors qu'il semble renaître et peut-être ils vont faire un plus gros upset de l'histoire. Boum, forcément playoff ça fait, mais ça fait aussi partie du jeu. Moi je vous le dis, sur les 2 dernières saisons, le titre il se joue quasiment sur des blessures. Les Warriors ils tapent Cleveland, Irving et Love sont blessés. L'année d'après c'est qui est blessé Steph Curry est blessé. Steph Curry est blessé à moitié. Tu vois, les blessures finalement ça se joue là aussi, la gestion des blessures. Mais on a l'impression qu'aux Clippers c'est rebelote. C'est la même histoire. Fancy peut-être. C'est qu'on aurait préféré que ce soit Mo Spades qui se blesse. Par exemple. Ça m'étonne qu'il soit jamais pété, lui, vu comment il est gros. Il saute de ça en général, ça. Vu comme il est gros. Oh. Nous n'avons pas parlé d'un match, les amis, vous savez lequel, une série hyper tendue, ultra chaude. San Antonio contre Memphis, c'est le grand débat de la First Team. Wow, here we go. He went right over to Bryant. Spurs contre Grizzlies, 2-2, série totalement relancée après le match énorme de Mike Conley, 35 points, une prolongation, le panier décisif de Marc Gasol. C'était fou ce match entre Memphis et San Antonio, malgré un Leonard en mode MVP. Quel match incroyable. Hein. Incroyable. On fire. Regardez sur Facebook d'ailleurs de la First Team, on a mis tous les derniers paniers entre Conley et Leonard. Franchement, c'était des jeux vidéo. Franchement, Leonard, il est incroyable. Il a mis des jeux, tu sais, à chaque fois qu'il tirait, tchaf, des tirs compliqués, les mains comme ça et tout, Conley en face. Franchement, c'était une régalade. Jamais j'aurais mis une piécette sur un match aussi fou, aussi sympa, juste ça, entre les Spurs et les Grizzlies. Malgré tout, ils sont revenus, nos copains qu'on voyait se faire sweeper. Et c'est peut-être ça que tu voulais nous dire. Et oui, parce que la semaine dernière, on en parlait, on parlait pronos, on se disait qu'est-ce qui va se passer. Dans une semaine, on parlera de quoi? D'un sweep?
On est à 2-2. On est Ouais, à les gars. Une fois de Qu'est-ce plus, qu'il y a eu, comme avec les les Cavs, gars? mais comme avec les Cavs, nous on se fie un petit peu sur le dernier mois de compétition et les Grizzlies ils ont fini sur la jante. Alors apparemment ils sont passés chez Speedy, ils sont mis des pneus neige, et les mecs ils sont prêts à jouer. Les mecs sont prêts à jouer, ils font des drifts comme ça dans les virages. Et ça, Vous m'aviez dit, il n'y a pas Allen, c'est mort. Ah ouais, le ouais, meilleur mais qu'est-ce que tu défenseur. veux. Et le basket, enfin le sport en c'est général pas est une légèrement Parce que capricieux. je peux te dire que si j'avais tout le temps raison dans mes pronos, je me ferais pas chier à faire des émissions de basket. Je ferais que pronostiquer, je serais blindé. Donc, pour revenir sur le jeu, j'aime bien c'est très bien ce qu'a fait Grizzly. Et surtout, ils mettent en lumière ce qu'on dit beaucoup depuis le début de saison, c'est que les Spurs, ça joue très bien au basket et tout, mais dès que ça sort le maillot chage, ça recule un peu trop à mon goût, notamment à l'intérieur. Notamment à l'intérieur, allons-y gaiement, hein, on peut y aller. Pourquoi ils perdent? Parce que Zach Randolph leur fait la misère sur post-up et qu'ils n'ont pas de répondant défensif. On avait salué le travail de la Marcus Aldridge sur les 2 premiers matchs, défensifs d'abord, on parlera de l'attaque après, parce qu'il avait réussi à contenir les Gasol et les machins et qu'ils mettent pas beaucoup de points. Et voilà, tu avais senti une présence avec Pau Gasol aussi, Dedmon, machin. Là, sur les 2 matchs, ils se font grailler dur. D'ailleurs, en témoigne la dernière action de Marc Gasol. Dedmon ne joue pas au match 4. Au match 4. Ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Et en témoigne cette action où Marc Gasol, donc c'est quoi le match 3 Non, mais là, le match 4, du coup, le panier de la victoire sur la Marcus Aldridge. Au bout d'un moment, on peut pas te proposer autre chose. Alors, c'est fort, tu pars à droite, c'est un mec de 2-15, petit tir drop, tac, 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 ça rentre, d'accord. Poto, moi, dans les grands moments, j'attends les grandes actions. Et là, c'est comme Jamal Crawford la dernière fois avec Joe Johnson. J'ai pas l'impression qu'il y a du répondant, j'ai pas l'impression qu'il soit bas, j'ai pas l'impression qu'il mette un petit taquet. Sur la dernière action. Je vais pas dire qu'il défend mal, mais je dis qu'il a pas d'influence. Il lui donne main droite plein axe déjà. Bon, à partir de là, après tu sais que le mec a du talent. À partir du moment où il passe son premier dribble, tu l'autorises à partir à droite. Après les mecs sont talentueux, donc tu sais que tu t'exposes à ça. Je trouve qu'il est pas assez dur sur lui, il le laisse démarrer, il est pas là à l'impact. Bon, Et je crois que c'est le panier de la prolongation, c'est Tony Parker qui défend sur Conley et il défend comme Ouais, il mais faut. là, Conley, le jeu, il fait des vrais trucs, il fait un Conley, vrai truc, c'est différent. Là, il y a juste un démarrage. Et puis Aldridge, je pourrais presque lui pardonner son manque de défense. Ça n'a jamais été un grand défenseur. Si de l'autre côté, il m'en mettait 25. Le problème, c'est qu'elle en est loin. Donc, au bout d'un moment, Aldridge, c'est devenu un joueur lambda. Ça me fait mal parce que moi, il y a 3 ans, je te disais à Portland, c'était le meilleur poste 4 de la ligue. C'est redevenu un poste 4 lambda. On a l'impression peut-être qu'il met moins de points aussi parce que San Antonio a un peu changé son jeu. Au lieu d'être ultra altruiste, c'est beaucoup, pas tout, mais beaucoup pour Leonard, non? Oui, il y a un peu de ça, malgré tout. Non, Quand tu es une resta, tu dois pas tirer 11 fois dans un match. Voilà, parce qu'il y a le collectif, je me sens bien, je fais des petites passes, on fait tourner la balle, il y a des renversements. Très bien, les Spurs, ce sera toujours ça. Maintenant, il est à 11 tirs tentés par match. Moi, je veux qu'il prenne la balle du post-up, il se retourne, tiens, tu rates. Au bout d'un moment, tu as de l'influence, tu as un impact négatif ou positif sur le match, mais au moment, tu as de l'impact. Et aujourd'hui, là, je te rejoins, il n'y a que Leonard qui a de l'impact. Tipeee peut faire un bon match. Tipeee fait des bonnes séries. Mais attends, il peut faire un bon match. Moi, ce que je vois, c'est que si Leonard taffe, c'est là qu'ils vont gagner. Tu vois ce que je veux dire? Moi, justement, je pense que ça va pas suffire. Ça va peut-être pas suffire, mais en tout cas, ça va pas suffire parce je veux dire que c'est lui le facteur gagnant-perdant. Lui, c'est la superstar, il fait son taf et tout. Derrière, je trouve que Aldridge, il y a un souci. Pau Gasol est assez transparent aussi sur cette série-là. J'attends un peu plus de ces mecs-là. Avec leur vécu, Danny Green est dramatique. 4 sur 17, il me semble, à 3 points sur la série. Il ne met pas dedans. Défensivement, moi, j'aurais bien aimé que ce soit lui qui s'y colle sur Mike Conley comme il faisait à l'époque. Ça arrive, hein, il y va, mais il se fait... défensivement, quand il prenait Chris Paul à l'époque et tout, tu vois, là, il est plus capable de le faire. Donc, il y a plus grand monde pour s'opposer à ce meneur. Finalement, c'est même Tony qui s'y recolle et on sait que ce n'est pas sa qualité première et que ce n'est pas là où on va l'attendre. Donc, aujourd'hui, il y a des vrais... on revient à ce qu'on dit depuis le début de l'année. Les doutes, moi, que j'avais en tout cas, on sait qu'il joue juste au basket, mais les playoffs, c'est aussi un combat. Et dans le combat, sur les 2 derniers matchs à Memphis, il recule beaucoup trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mike Conley fait un chantier assez incroyable. On est en train de voir le duel à la main entre les deux, donc c'est derrière maintenant. 24 points quand même, 24 points pour Mike Conley, presque 8 passes, presque 50% au tir. Ce sont des stats extraordinaires de All-Star, de leader. Underrated. Ah oui, là, clairement, il est en train de montrer à tout le monde. Et en plus, souvent, on disait que Mike Conley, c'est pas un joueur très flashy, il peut faire son petit... C'est un gaucher qui a des définitions main droite un peu... Mais là, il met des crosses, il est derrière les écrans, il t'éjeune dans la gueule des gens, il me fait kiffer, il est hyper clutch. Non, franchement, Mike Conley, moi, il me... Je ne veux pas dire qu'il m'impressionne, mais en tout cas, il confirme le truc qu'on dit depuis toujours, c'est qu'il est évidemment sous-évalué. Vas-y. San Antonio galère à s'ajuster justement au niveau de Mike Conley, à trouver les bonnes rotations. C'est là où je voulais en venir. Danny Green d'ailleurs doit s'y mettre, mais si je veux revenir au coaching aussi en répondant à ta question, c'est que ce que fait David Fizdale, c'est très intéressant. Et puis on voit qu'il a créé une équipe, il s'est adapté avec Zach Randolph dans le 5, il avait poussé une énorme gueulante à San Antonio pour dire que les arbitres ne les respectaient pas. Donc c'est un coach, et d'ailleurs il a pris la main, et c'est ses joueurs qui ont payé la main. Donc lui, il est là que depuis cette année, David Fizdale. Il a créé quelque chose, un vrai noyau dur avec son équipe qui le suit, et ça se sent, il s'était mené 2-0.
2-0. Ils auraient très bien pu dire on lâche. Et ils n'ont pas lâché. Ils sont à 2-2. Et je crois que maintenant, Greg Popovich doit lui aussi s'ajuster. Léonard, très fort en mode Jordan, je mets 43 points. Ça ne suffira pas. Il va falloir qu'il réajuste aussi, qu'il trouve des systèmes pour faire mal à Gasol et Randolph. Il y a un manque de confiance chez Gasol et Aldridge ou c'est un manque physique, ils se font juste laminer? Randolph, c'est un joueur très compliqué à contenir. Même à 50 ans, il est horrible. Donc il est tout le temps dans le rebond, il est bagarreur, c'est un fort attaquant. Donc il faut être dans le combat. Et on sait qu'Aldridge, Gasol, c'est pas leur qualité première. Et là, dans le match 4, quand Dedmon n'est pas là, qui est lui le tonton qui doit envoyer du bois et tout, il n'est pas là. Et là, il y a un manque. Davidi, c'est pareil. Davidi, c'est un scoreur, c'est un opportuniste, mais ils n'aiment pas les mastic. Ils ont tous le même profil d'ailleurs, avec des tailles et des niveaux différents. Mais c'est vrai que David Lee, Aldridge et Pogazol, ce sont des postes 4. 5 pour Pogazol de temps en temps, mais des postes 4 dans le scoring. Tu vois, fort dans le basket et tout ça, mais qui vont pas te rentrer dedans en défense. Donc Memphis, ils ont vraiment l'équipe pour faire chier San Antonio. Prochain match à San Antonio. Bah, le truc, c'est que voilà, évidemment, on va pas inventer un truc. Le match 5 va être primordial, oui, d'accord. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui a le momentum, l'autre qui revient à domicile, censé avoir des certitudes dans le jeu, avec des certitudes à domicile aussi, et qui doit être obligé de le prendre, parce que s'ils perdent, franchement, San Antonio, ce qui serait une surprise, hein, on va pas se mentir, ils seraient dans un feu assez incroyable, et les Spurs, on sait que quand ils sont dans le feu, en général, d'ailleurs, ça fait 2 ans que c'est comme ça, quand ils sont dans le feu, et ben ils perdent. Parfait, et c'est le moment, c'est la Bam, passe décisive. Je voulais finir, c'est qu'il y a 2 ans, les Clippers, quand ils les mettent dans le dur, ils perdent. Et l'année dernière, quand OKC les met dans le dur, pareil, ils n'ont pas été capables de se réajuster. Donc à suivre. Mais c'est une série bien plus intéressante que ce que vous avez vendu. Et par rapport au duel des frangins espagnols, Gasol, il y en a un qui lamine. Il y en a un qui est en fin de route. Hein. Il y a quand même 5 ans d'écart entre les deux, donc il ne faut pas l'oublier. Je veux dire 52 ans. Non, faut pas ça. C'est très bizarre d'avoir un frère avec 52 ans. Regardez les stats de Marc. Il est chaud. Mais t'as vu, c'est toujours pareil, hein, Marc ne prend pas beaucoup de rebonds, 20 points, 7,3 rebonds, 3 passes décisives. C'est pas des stats incroyables, mais ils sont tellement influents. Voilà. Il est là partout, il fait des passes, il joue pour les autres. C'est une belle équipe, Memphis, on va pas se mentir. On a tout dit sur cette série. Vous la voyez aller où? Qui va gagner alors? Voilà, qui va gagner? Tu vois, Thibaut, un prono, moi, San Antonio, parce que j'estime collectivement ils vont trouver la solution. J'espère pour eux. Je les vois pas aller très loin en conf, mais là je les vois sortir. Parce que l'avantage du terrain aussi. Non, mais ça, qui peut jouer certainement. Mais dans le section que cette année, ils en ont perdu des bizarres à domicile, les Spurs. Moi, je pense que les Spurs vont passer quand même avec un 4-3 bien énervé. Et surtout, moi derrière, j'avais dit, je les vois pas passer face aux Rockets. Il y a beaucoup trop. Il manque beaucoup. Tu vois, le basket, c'est parfait, mais malheureusement, s'il fallait que bien jouer au basket pour être champion NBA, ça fait 20 ans qu'il serait champion. Voilà, ça fait 20 ans qu'il serait champion. Parfait, les news n'ont pas disparu, les amis, à cause des playoffs. Il se passe toujours des choses en NBA, alors c'est l'heure des news. Bryant on the move with the jumper. C'est pas l'heure des nudes, c'est l'heure des news. C'est l'heure des news. Ça m'intéresse beaucoup. Désolé les gars. Numéro 1. D'ailleurs, envoyé, non, pardon. Numéro 1, Carmelo Anthony, nouvelle rumeur. Lala l'a quitté, alors pourrait-il partir, fuir vers Boston? C'est une des infos là, de ces derniers jours. Il en a été question pendant la saison d'une rumeur de Carmelo à Boston. Et là maintenant, qu'il n'est plus avec sa femme, on nous dit que le départ n'est plus du tout exclu du côté de Boston. Vous trouvez que ça pourrait être une bonne opération pour cette équipe C'est une bonne question que j'ai vu passer il y a 3-4 jours et à laquelle je n'ai toujours pas répondu. C'est quoi la question? Est-ce que c'est un bon choix pour les Celtics de se placer sur Melo? Moi, je vous dirais que non. Je vous dirais que non pour 2 trucs. C'est que le premier, il est plutôt jeune, notre ami. Hein. Il n'a pas 28 ans à fleur de l'âge comme Paul George, je le place comme ça. Et puis, il faudrait lâcher quand même pas mal de gens pour aller les récupérer. Moi, ça m'embêterait de voir Jake Crowder, Avery Bradley se barrer pour aller récupérer Carmelo Anthony, qui certes est hyper talentueux, jusqu'à preuve du contraire, il ne fait pas gagner. Surtout qu'aujourd'hui, Melo joue beaucoup poste 4, essentiellement poste 4. Ça va pas régler leur problème. Non, mais ça va pas régler leur problème. Ils ont déjà Horford dans ce registre qui, en plus, est beaucoup moins star. Donc, lui, qui accepte de faire le sale taf. Non, mais dans ce profil-là, surtout, moi, c'est là où j'en viens, je veux qu'ils prennent un tonton Boston. On le dit depuis le temps, on sait qu'ils ont couveuse Zizic en Euroleague avec Darusafaka qui fait des carnages. Donc, alors Ford pourra de nouveau se redécaler en poste 4 s'il vient l'année prochaine. Mais bon, moi, Zizic. Il faut la serpe, là, on parle d'un grand tonton et tout. Moi, je veux un mec qui vienne, qui mette des coups, qui soit là pour me faire des 6 fautes, qui prenne des rebonds. Non, mais faut un basketteur, t'es gentil au bout d'un moment. Arrête de. Non, moi, je vois plein de mecs sur les basketteurs. Attends, j'étais à la finale, Coupe de France avec Arwana Botrel. J'ai l'impression que tu veux le Big Show en fait. Tu veux le Big Show en fait en poste 5 ou l'Undertaker. Gros, parle-moi de basket, non? À la finale de la Coupe de France avec que des basketteurs sur le terrain, je ne suis pas sûr. Et pourtant, il y en avait qui jouaient. Je veux des noms. Je veux des noms. Je l'ai placé comme ça. Non, évidemment, mais de temps en temps, c'est bon d'avoir des grands tontons, hop, qui prennent des rebonds, et pour l'instant, ils n'ont pas ce profil-là. Après, il faut voir dans quel état d'esprit il est Melo. Comme il dit Thomas, il est plutôt jeune. Est-ce qu'il veut rentrer dans un trip? Je veux être dans une équipe qui joue le titre et accepter d'avoir un rôle secondaire.
À voir. Ouais. Parce que là, dans l'idée, aujourd'hui, en fait, vous l'envoyez dans une équipe de seconde zone pour qu'il continue de scorer comme un C'est pas nous, ça va être Phil Jackson surtout qui va l'envoyer. Non, mais en vrai, la grande question, c'est est-ce que Melo, en fait, il n'y a pas le choix. Est-ce que tu veux gagner un titre? Oui, tu es obligé d'aller dans une bonne équipe et donc avoir un rôle un peu moindre. Mais aujourd'hui, tout le monde le fait plus ou moins. KD a accepté d'aller aux Warriors. Je pense que Melo peut accepter 2-3 trucs. Ou alors, on te transfère dans une équipe de naze. Tu as le choix de te barrer l'année prochaine, donc de signer un autre contrat dans une bonne équipe un peu moins chère après, et il va faire tes stats et va t'amuser. C'est lui qui a la réponse. Moi, de revoir Melo jouer des playoffs avec une équipe qui joue le titre, avec un rôle certes secondaire, mais on sait quand même que c'est un talent super. Mais j'espère qu'il en aura envie, sinon ça serait vraiment triste. Moi, j'ai pas l'impression qu'il en a envie comment il joue à New York. Après, tu sais, les défaites après les défaites, et du coup, après, s'il se remet à gagner des matchs et qu'il y a un vrai objectif de playoff et de titre, j'espère que ça va. Enfin, j'espère qu'il fera des choix, mais on verra. Mais j'espère qu'il fera un choix, qu'il acceptera d'avoir un rôle secondaire, parce qu'aujourd'hui, c'est pas en étant un go-to guy, on sait très bien qu'il fera gagner personne. Il faut que la roue tourne pour Melo. Autre info, autre news. Evan Fournier à l'Euro, ça se précise, il a déterré l'âge de guerre. Ça y est, il est toujours vexé de ne pas avoir été au JO, on le comprend. Mais on nous annonce qu'il sera en Finlande avec l'équipe de France et qu'il vise le titre. Je suis content, excité, j'ai envie de tout dégommer, je ne viens pas me venger, je veux qu'on soit champion d'Europe, c'est dit. Et la semaine dernière, on en parlait déjà, c'est que cette équipe de France, elle a des super joueurs, les meilleurs joueurs d'Europe. Elle peut viser l'Euro. Mais moi, je suis très content qu'Evan Fournier soit de retour en équipe de France. C'était une anomalie qu'il ne soit pas là aux Jeux Olympiques. Il fallait vite passer à autre chose. Et la meilleure façon de passer à autre chose, c'était de revoir Evan Fournier le plus tôt possible sous le maillot de l'équipe de France. Et ça sera le cas. Et on sait que Tony Parker est parti. Il faudra qu'il y ait des leaders qui s'imposent. Et aux côtés de nos De Colo, Evan Fournier a cette étoffe-là. On sait que Nico Batum ne sera pas là pour cet été-là. Il y aura peut-être la part belle aussi pour ces mecs-là qui pourront s'affirmer. Voilà. Et quand Batum reviendra, voilà, c'est très bien. Moi, je suis très content de revoir Evan Fournier en équipe de France. Belle preuve d'intelligence de sa part là, d'avoir réussi à démêler tout ça et de revenir. De toute façon, on l'apprend pas maintenant que ce garçon est vraiment intelligent. Tu vois, c'est con, mais il est différent. Il avait 13 en 5e de moyenne pour te dire le niveau du mec. Parce que tous les Moi, j'avais 5,5. Donc, tu vois, c'était même pas une moyenne générale. Mais il ne compte pas le sport. Vous l'avez 17. Ni la techno. La techno, parce que là, il avait 4, mais il avait oublié tout le temps son normographe. Ouais, moi je suis très content évidemment, comme tout le monde. Moi j'étais un bon élève. Mais en techno. Pas très bon. J'avais une prof qui était. C'était intéressant. Une prof de techno? Ah ouais? Ah ouais? Moi j'ai toujours eu des vieux avec des vestes qui puent, la gitane maïs. Mais non, c'est une prof de philo. Non, techno. C'est quand philo, il faut aller en terminale. Moi je suis pas pour faire philo, il faut aller en terminale. Moi je me suis arrêté en CM2. Non, moi je suis très content évidemment de voir Evan. Voilà. Ah, ok, merci Thomas. Très bon argumentaire. Ça bouge également. On va être repris dans la presse là. Thomas Dufort, je suis très content pour Evan. Voilà. C'est concis, on nous a dit de faire court et concis, ben voilà, il le fait. Autre news du jour, ça bouge aux Pistons, free agent protégé, KCP, Kentavious Caldwell-Pope pourrait rester à Détroit. Le staff veut s'aligner sur n'importe quelle offre, c'est ce qu'ils ont annoncé. Quand on sait ça, moi je suis un autre club, je leur propose un énorme truc, comme ça ils s'alignent. Et puis on sait que ça marche pas comme ça. Par contre, quel branleur celui-là. Tu leur proposé 300 millions et tu obligé de s'aligner. Non mais c'est une très bonne idée ce qu'ils font. C'est une très bonne idée ce qu'ils font. Faut le garder. Ah oui, clairement, ouais. Très très bon joueur, poste 2-3 qui crée, met dedans. Ça a été l'un des rares qui a surnagé cette année. Mais ils n'ont pas de sous à Détroit. C'est une valeur. Comment ça? T'inquiète pas, s'ils ont dit qu'ils s'alignaient, t'inquiète pas pour eux, ça va aller. C'est une vraie valeur sûre sur son poste KCP, qui peut défendre, vraiment joueur complet. Voilà, il va falloir qu'ils aient des certitudes, les Pistons, pour reconstruire l'année prochaine, et KCP en fait partie. Drummond l'an dernier, lui cette année, c'est une bonne base. Moi, je ne vous cache pas que je suis très étonné de cette déclaration officielle de Détroit. Alors, je pense qu'il y a un petit bisbis, parce qu'on sait que ça se passe pas très bien dans les coulisses. S'ils annoncent ça à 2 mois de la free agency, ce qui est complètement con, ne dis rien et fais-le, c'est tout ce qui compte. Je pense qu'il y a un peu de la friture sur la ligne avec Stan Van Gundy et le joueur. Moi, je suis étonné parce que c'est un très bon joueur, un bon complément, mais là, on parle de contrat maximum. Donc, est-ce que ce gars-là, qui va tourner à 22, 23 millions de dollars l'année prochaine, les mérite? Je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il sera le star un jour? C'est un bon joueur. Potentiellement. Mais c'est pas assez. Pour aujourd'hui, potentiellement, après je suis pas madame. Mais voilà ce que je dis. Potentiellement là, arrête de me mettre un Reggie Jackson qui a les joues comme ça, tellement il mange de cuir et tout. Mets-moi un petit peu une équipe cohérente. Arrête d'avoir la même chose là. Non, moi je vois une tactique. Il y a All-Star, être titulaire, All-Star et tout. Puis il y a les potentiels All-Star. Quand je vois un mec comme Gordon Hayward, quand je vois son évolution de carrière, parce que je te parle pas d'aujourd'hui ce qu'il est, je vois son évolution de carrière. Quand je vois un KCP, ils ont pas mis autant de thunes. Si c'est ton franchement un jour. Si c'est ton Non mais je te dis, il a beaucoup de qualité.
au-delà d'être All-Star, pas All-Star, je crois que c'est une valeur sûre dans cette équipe-là. C'est des mecs qu'il vaut mieux garder plutôt que les faire partir dans la Au prix nature. fort. Erwan, c'est ton compte en Au banque. prix fort. Au prix fort, T'investis Erwan. au Mais max. aujourd'hui, tu es obligé de lâcher tout. Non, 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 Tu es obligé non, de t'es tout pas lâcher au obligé. prix fort. Tu prends qui derrière? Mais ça, c'est peut-être la question suivante. On Oui, parlait non, souvent, attends, regarde, attends. on parlait souvent, attends, juste, on parlait souvent Vas-y, des vas-y. Clippers, par exemple, qui ont un énorme problème sur le poste 2 et poste 3. C'est compliqué d'avoir des mecs comme ça, touche à tout et all around. Ce mec-là, faut le garder. Il faut le garder pas ce prix-là. Je pense sincèrement. Hein. Parce que le truc, c'est que tu l'as parlé, le C'est quoi le potentiel. prix C'est Moi, le quoi le prix potentiel. Donne un Là, on prix, parle du donne un max. prix. Bah, ça dépend qui va lui proposer. Tu vois, si demain. Il va prendre 120. Mais s'il prend 20, 25 millions, c'est énorme! Mais c'est ce que prend Nico Batum à Oui, mais donc Nico Batum et KCP, c'est pareil. Non, mais c'est dur, mais c'est des seconds couteaux, mais c'est le prix. Moi, sincèrement, je vais te dire, sincèrement, second couteau. demain le truc, oui, Un peu second dur, couteau. second couteau. Non, Mais c'est second Kemba couteau. Walker qui score et tout, les mecs. Au bout d'un moment, il faut arrêter de. Non, non, mais croire- si, second pas couteau. Mais c'est second deuxième, couteau. c'est pas- Dans Mais le pas scoring, mais même second âge, couteau, c'est pas négatif. même. Tu peux le proposer. Moi, le potentiel, je l'entends et je pense qu'il faut le payer. Sauf que si tu l'atteins pas, pendant 5 ans, 4-5 ans, tu as un mec qui va valoir de 20 à 30 millions la dernière saison, tu vas dire, putain, on a peut-être un boulet. Et moi, je te dis, si les Nets viennent, donnent le max, je dis, va aux Nets, mon grand, va te faire chier avec les Nets. Tu vois, vraiment. Second couteau, c'est négatif, je maintiens. Non, mais second couteau, C'est- c'est négatif. c'est- C'est pas c'est pour deuxième. Nico, c'est pas ce que Voilà. je veux dire, mais c'est que surtout dans le scoring, après, on sait que Nico Batum à Charlotte, il a plein de Voilà. responsabilités, il crée plein de choses et tout. Non, mais quand je dis second couteau, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Hein. Autre news, les amis, Orlando cherche un general manager. J'ai soumis un CV. On verra ce que ça donne. C'est pas sûr que ça passe. Hein. c'est pas sûr, On du verra. tout, hein. Faut J'attends la vraiment réponse. avec ces news, mais ça va. En attendant, il se penche sur le cas de Davis Griffin, le David, GM. David, hein. David. C'est David, David. je sais pas ce que David. Bah, David. j'ai essayé de parler comme Valère Germain. Ah, ok. Ça t'appartient. Toi, t'arroses Nicolas Batum, tu fais ce que tu veux. Le Le GM de Cleveland, en tout autonome. cas, il est en fin de contrat, le GM de Cleveland, et donc il pourrait partir du côté d'Orlando. Bon coup ou pas? Encore une fois, très étonné des timings, des trucs. Le gars, il est GM des Cavs aujourd'hui. Il vient de sweeper les Pacers. C'est les journalistes Et il y a son qui nom. balancent. Les journalistes ou pas. Peut-être qu'il y a des contacts. Alors on sait qu'il faut toujours anticiper les choses. Moi, je suis très étonné. C'est comme quand les coachs sont sortis. On dit à la fin de l'année, c'est fini pour toi. C'est trop bizarre, mon gars. Venez, on fait les choses dans l'ordre. David Griffin est un bon coach ou pas, un bon GM ou pas un bon GM. Franchement, j'en ai aucune idée parce que quand tu as LeBron dans ton effectif, de toute manière, tout est faussé. Non, mais tu vois. Donc aujourd'hui, de dire David Griffin à Orlando, c'est un bon coup, aucune idée. Aucune idée. Je sais pas, je connais pas sa valeur, ce gars-là. Non, mais sincèrement, regardez pas comme ça. Moi, c'est assez cloué comme choix, mais ça montre. C'est dans la continuité un petit peu du Magic qui fait un petit peu tout et n'importe quoi. Après, c'est un bon GM, Erwan, mais ça. Mais C'est un mec au stade de rumeur. moi, je on me a- souviens il y a avant le quelques LeBron, articles, c'était hein. déjà David Griffin. Ah, exactement, c'est pour Et ça que il je se dis ça. passait, il se passait pas grand-chose du côté des Clippers, j'ai un petit peu de doute. Après, il a fait revenir une superstar dans sa ville natale alors qu'il en rêvait. Je crois que même nous, on aurait pu réussir à le faire. Hein. Je pense aussi. hein. All-Star, pas All-Star, les amis, c'est l'heure des tops et des flops. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Shawn Marion. The fadeaway. Allez, on démarre par les bonnes nouvelles, les All-Stars, les tops d'Erwan et Thomas. Moi, mon top, c'est la JSF Nanterre. Ce Non, non, week-end. Nanterre 92 par contre. Nanterre 92. Ah ouais. Parce que- school, et le- à non, l'ancienne. non, parce que le public chante encore JSF, JSF là, là, donc voilà, donc je vous emmerde. Donc la JSF Nanterre a gagné Ok. une nouvelle Coupe de France ce samedi et en 5 ans, c'est devenu l'un des clubs les plus titrés de France. Incroyable. Donc, bravo au travail de Pascal Donadieu et tout le club de Nanterre 92. Et ce mardi-là, ils ont une finale de Coupe d'Europe retour à domicile. Ils pourraient Chalon, gagner contre Chalon. Ouais, contre Chalon. Ils pourraient gagner un deuxième titre européen en l'espace de 3 ans et devenir ainsi à égalité avec Limoges, le titre le plus titré de France. Alors c'est Le pas plus- le club le plus le titré. club. Alors pas c'est l'Euroleague. pas c'est pas l'Euroleague, d'accord, c'est des coupes d'Europe On prend. secondaires, mais on prend. Nous le basket français, on crache pas sur les coupes d'Europe vu qu'on gagne jamais rien. Donc voilà, bravo à ce que fait Nanterre, la nouvelle salle, le public, ça gagne des trophées. Bravo à eux. On parle quand même de C'est pas Nanterre, une Nanterre. toute petite ville, mine C'est de ça, rien. que j'ai joué en National 1 à l'époque, à 10 piges. Tu te rends compte maintenant, depuis, moi je suis dans un studio là et eux ils gagnent des coupes d'Europe. Putain. C'est vrai. J'espère en tout cas que Jérémy Ezuli fera un bon match contre Nanterre. Tu te, rends compte L'ancien que, Nanterre, ouais. tu te rends compte que ce gars-là qui a été formé d'un puis il est resté pendant toute sa life, la moitié de sa vie, il a quand même 48 ans, Jérémy. Peu de personnes le savent, mais lui il le sait. Mais ce qui est dingue, c'est que ce gars-là va signer, il va jouer contre une finale européenne contre son club formateur. C'est des belles histoires du basket. Et ça, moi, je me régale. C'est beau. Bravo Ouais. Nanterre. C'est vrai qu'on Ouais, s'éclate bravo bien. Ouais, Nanterre, bravo c'est- Nanterre, incroyable. Bravo incroyable. Nanterre. On enchaîne. Ton On top. s'est régalé d'ailleurs samedi soir. On s'était Chris régalé. Warren, oh ok. Chafardi, ok, lourd. Ton Bon, Mathias le sort, la muscu. Oh le bébé. D'ailleurs, on aimerait bien Supervisé essayer- par les Nets, Ouais, apparemment. supervisé par les Nets. On va essayer d'inviter parce que pour qu'il nous parle un petit peu de ses projets NBA, parce Exactement. qu'on a vu un beau poulet On a eu du duel de poulet quand même. ouais, hein. entre lui et Moustapha Et- Yarou. là. ah ouais, Moi, il y a bagarre, je sais pas quoi. Arrêtez, oh, ça suffit. On enchaîne avec mon top. Joe Ingles, les gars. Joe Ingles, Très extraordinaire. Joe Ingles. Je vous dis ses stats.
elles n'ont rien de significatif, mais quel joueur? 7 points, 3 rebonds, 2,7 passes. Tu dis, c'est quoi ce vieux joueur? C'est quoi ce vieux joueur? Mon gars, Joe Ingles, il régale, il finit les games, il met des TGE avec sa papatte gauche incroyable. Et c'est un gars dont on parle souvent avec Erwan. On se demande comment ce gars-là, après sa carrière en Euroleague, où il a été bon, pas bon, c'est des trucs. Vas-y. Il a commencé à Barcelone. Ouais. Donc énorme club. Donc énorme club. C'était un prospect australien. Ils l'ont pas gardé. Il se retrouve à Tel Aviv où il est champion d'Europe avec le Maccabi. Il trouve une passe à NBA avec les Clippers. Il trouve une passe à NBA avec les Clippers. Il se fait cut et finalement il trouve ce spot qui lui va à merveille au Jazz. Donc voilà, c'est un mec qui a su se réinventer, qui a su rebondir. Bravo lui. Et puis il est hyper important. Il met des TGE. Il fait pas. Non mais attends, what the fuck, Joe Ingles? Incroyable. Non, franchement, voilà, énorme top pour Joe Ingles qui me régale. Bravo Joe d'Utah. Exactement. Joe Johnson et Joe Ingles. Ouh, ok. Vos pas All-Star. Mon All-Star, moi j'en ai pas, ça c'est triste. Hein. C'était une belle semaine. C'était une belle semaine, je suis heureux, je suis content d'être là. Mon All-Star, voilà, c'est Thomas, voilà, mon All-Star. Voilà. C'est Thomas qui m'a branché sur. Qui pensait que la série, là j'ai un vrai. Qui pensait que la série Boston-Chicago était terminée. Aujourd'hui il y a 2-2, tout reste à faire. Donc voilà, mon All-Star c'est toi Thomas. J'accepte, écoute, hein, quand ils vont se faire taper, je serai là pour te le rappeler. Mais peut-être, mais. Si, dimanche soir là, il y a le 7e match, je vais me régaler. On sera dans la salle. Père des toits. Contrairement à ce qu'on peut croire, moi j'ai pas de préférence entre Boston. Oh le menteur! Mais non, je t'ai dit juste que moi. J'étais offert Benny debout, tu m'as dit non, j'aime pas les boules. J'étais frustré. Attends. Moi j'étais frustré. Moi déjà, j'aime pas Fred Hoiberg qui pour moi est un escroc et je veux que les Bulls retrouvent un vrai coach. C'est pareil. Parce que depuis Thibodeau, non, c'est pas vrai. Et moi je voulais voir, j'étais frustré que cette série-là soit tronquée parce qu'il est arrivé à Isaiah Thomas. C'est tout. Très bien. C'est tout. Et je suis frustré que Rondo soit blessé aussi. Voilà. Eh bien voilà, tu as trouvé mon flop du coup. Transition parfaite. Non mais en plus sans déconner, mon flop ce sont les blessures des stars. On en a parlé tout à l'heure un peu. Mais vraiment je voulais marquer le coup. Moi Blake Griffin, on était ensemble d'ailleurs, on était à la finale samedi soir, on l'a appris. Moi je te jure ça m'a, j'étais oh putain, vas-y j'ai envie qu'il joue. Il a pleuré. Bah ouais, mais après je le connais personnellement, c'est pour ça. Non mais Blake Griffin, Rajon Rondo, ça fausse des séries. On veut voir les meilleurs joueurs qu'on apprécie tout au long de l'année sur les terrains dans les moments importants. Je suis à deux doigts de te dire, faisez. Wow! Heureusement que t'étais juste à deux doigts de dire. Si j'aurais su malgré que. Oh là là. Voilà, Maître Capello, mon flop c'est Thomas Maître Capello. Faut arrêter là. Faites donc. Merci, c'était mon flop. Moi. Je sais plus, j'ai chaud, j'ai un coup de chaleur. Le faisait, ma mère va me défoncer. Faites quoi je sais plus, faites jouer les gars, je sais plus gros. Allez, merci, on enchaîne dans la tristesse du mec. On rappelle. Évidemment, faites une saison régulière un peu plus courte. Je te rappelle qu'il y a 5 minutes, il a dit que c'était un bon élève à l'école. Oh, le silence, le fait. 13 de moyenne? Ouais, mais en CP, je pense. Hein. En techno. Oh punaise, j'étais même délégué. On en était où? On était donc à l'heure des remerciements. À l'heure des remerciements, je crois que c'est l'heure. Car à la fin d'une émission, sans les éternels remerciements d'Erwan, que serait-ce sans les remerciements? Allez, Paul, envoie le couscous. Cette semaine, on va remercier Adam Kiff, et qui, malgré son nom, n'a jamais fait kiffer personne en NBA. Pour ceux qui s'en rappellent, un bon charcutier traiteur qui joue avec le Jazz, qui avait fait les finales face à Michael Jordan. Un joueur bien dramatique. Il devait avoir des mains comme ça, mon gars. Une coupe à la Stéphane Guivarch et un physique de déménageur, mais bon, il a des mains surtout, des mains palmées, comme on dit dans le milieu. On enchaîne avec le deuxième, c'est Ennis Watley, qui est un petit peu cœur à vif, donc d'où son surnom. Watley, cœur à vif. Oh putain. Allez le F-word. Ok. Le meilleur ami de Drazik, hein, donc. On rappelle le programme de la First Team, les amis. On est là toujours tous les matins, presque, dans la matinale, avec Stephen, avec Erwan, avec Thomas. On a le First Day Show les jeudis, bien sûr, et le First Talk Foot chaque vendredi. Merci en tout cas d'être avec nous chaque jour, plus nombreux. Nous envoyez toujours vos messages. Et, on vous fait des concours dès que possible. On se donne rendez-vous dimanche, bien sûr, toute la semaine dans les contenus, mais dimanche, pour de vrai, au cinéma pour ces playoffs NBA. Merci Thibaut. à la Thomas, régie. une petite phrase en français avant de se quitter. Parce que le mec, tu vas au Balzac, mais sur Balzac, je crois que c'est un attaquant de l'Olympique de Marseille en fait. Non, mais arrête, je suis merci à notre public adoré d'avoir été là pour assister à ça. Regarde le comme dans une mauvaise sitcom, tu sais. Premier baiser. Il faut rendre l'antenne vite là, parce que. Ciao l'équipe. Ciao.